ce niveau, vous avez entendu le ministre de la Santé qui a parlé de toutes les mesures, en tout cas, qui vont suivre, les mesures administratives par rapport à cette situation. Ça, je ne reviendrai pas sur ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'un des facteurs qui faisait que les spécialistes ne venaient pas, c'était l'attractivité. Parce que quoi qu'on dit, un spécialiste, ça coûte ce que ça coûte. C'est quand même des ressources financières à mettre en place pour pouvoir mobiliser ce type de personnel. Il faut aussi rappeler que le conseil d'administration de l'hôpital a fait des efforts extrêmement importants sur proposition de la direction. Aujourd'hui, à l'hôpital, quand même, beaucoup d'efforts ont été faits en matière donc, de primes des chefs de service et des spécialités pour rendre la destination Kolda attrayante. Parce qu'ils ont un manque à gagner en venant dans ces zones. Par rapport aux grandes villes autour de la capitale, il y a quand même plus d'activité avec un niveau de vie de population qui est plus élevé, ce qui fait qu'ils gagnent plus là-bas qu'ici. Ce qui fait, nous aussi, il y a eu un travail qui a été fait pour que la destination soit attrayante, mais aussi ça ne peut pas aller au-delà des moyens disponibles. Quelle que soit notre volonté de faire, on ne peut pas dépasser certaines limites. Il y a un contexte qui est là, mais il faut reconnaître que la volonté est là. Et aussi, rappeler qu'on a quand même des spécialistes qui sont là. On a un ORL qui est là à Kolda. Ce n'est pas une spécialité qui court les rues. On a un cardiologue qui actuellement est là à Kolda. Ce n'est pas une spécialité qui court les rues. On a également un orthopédiste, un neurologue. Donc, on a un chirurgien généraliste. Donc, on a quelques spécialités. Maintenant, il y en a qui manquent et qui sont des spécialités extrêmement stratégiques, comme un réanimateur. C'est stratégique. On a un gynécologue, c'est stratégique. Il y a également, on a un néphrologue. Je pense qu'au-delà de ce qu'on n'a pas, il faut aussi parler de ce qu'on a. Et qui n'est pas évident. Parce qu'un cardiologue, ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont des cardiologues. Pendant longtemps, on a parlé de cette doléance, un cardiologue à Kolda. Actuellement, c'est un vieux souvenir. Le néphrologue, il est là, l'hémodialyse a commencé. Maintenant, le gynécologue, il y a une circonstance qui a fait que celui qui est parti ne voulait même pas quitter Kolda. Il aimait bien Kolda, il s'était intégré. Mais à la suite de cette situation, alors il était question, vu le contexte, mais ça ne donne pas raison à ceux qui ne viennent pas parce que tout simplement il y a cette psychose. On ne leur donne pas raison, mais on essaie de comprendre pourquoi ils ne sont pas venus. Même si on ne leur donne pas raison. Mais le ministère a parlé des mesures parce que l'administration reste l'administration. Mais c'est pour vous faire comprendre que celui qui vient, c'est le 4e qu'on a affecté. Donc ça montre que la volonté de régler le problème était là depuis décembre 2020. Les équipements, c'est dans la même dynamique. C'est-à-dire que on a les partenaires qui sont là, les partenaires, tout ce temps qu'ils sont, investis dans les équipements. Que ce soit l'USAID-NMA, que ce soit l'UNICEF, l'UNFPA, et j'en passe. En bref, sans compter maintenant ce nouveau programme, donc ISMEA qui va arriver, qui vient aussi avec beaucoup d'équipements pour renforcer surtout tout ce qui va autour de la santé de la mère et de l'enfant. Je vous ai parlé des incinérateurs de dernière génération, sans compter que je vous ai parlé des blocs opératoires qui seront construits avec des équipements qui vont avec. Et la direction donc, des infrastructures et des équipements, la DIEM du ministère, a déjà fait le point de tous les gaps et actuellement tout est planifié. C'est du matériel qui va arriver. Pour les ressources humaines, c'est cette année. Même le matériel, ça va commencer à arriver. Donc tous ces gaps-là sont pris en compte parce qu'une unité avec des ressources humaines sans matériel, elle ne pourra pas fonctionner. Les deux vont ensemble. Quand on parle du plateau technique, c'est aussi bien les ressources humaines de qualité, mais également les équipements de qualité. C'est ça qui fait le plateau technique. Si on n'a pas les deux, il y a un problème. Et tout ça, c'est prévu. Ça a déjà commencé. Les équipements viennent régulièrement, mais c'est le gap qui est important. Quand le gap est important, chaque fois que les choses viennent, c'est presque une goutte d'eau dans la mare. Parce que c'est le gap qui est important. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses sont en train de s'améliorer. Actuellement, aujourd'hui, on a le projet Sprint avec l'UNICEF. Aujourd'hui, notre région, les districts sanitaires de Kolda et de Médina Yoro Foulah, tous les postes de santé disposent d'oxygène. Et tous les infirmiers et les sages-femmes des départements donc de Kolda et de Médina Yoro Foulah savent utiliser l'oxygène. C'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que Kolda fait partie des régions qui font partie du projet pilote du Sprint. C'est un projet qui a coopté pratiquement 5 à 6 districts dans le pays et qui font partie du pilote parce que c'est un projet de l'UNICEF. 2 pays ont été cooptés au niveau africain pour faire les phases pilotes, c'est le Sénégal et le Ghana.
À côté de ça, au niveau du Sénégal, on a pris le district de Popenguine, le district de Mbour, on a pris le district de Médina Yoro Foulah, Kolda, voilà, et le district de Thiès. Donc voilà les districts aujourd'hui qui sont les pilotes, les 5 districts qui sont les pilotes de ce nouveau projet du sprint, qui fait qu'aujourd'hui, l'oxygène qui est la matière vitale, vous avez suivi toutes les émissions, tout ce qui se dit au cours de la Covid, on parle d'oxygène, d'oxygène, d'oxygène. Au niveau de Kolda, on n'a pas ce problème parce qu'avec cet appui des partenaires, l'oxygène est disponible dans la plupart de nos postes. Je pense que ça c'est extrêmement important en termes d'équipement stratégique pour la région. Sans compter que notre CTE, notre centre de traitement des épidémies, également, qui a été aujourd'hui, en tout cas, mis en place avec l'accompagnement du président du conseil départemental, monsieur le ministre de l'Agriculture, qui a investi même de ses propres ressources pour les travaux d'aménagement de ce CTE. Un CTE d'une capacité de 25 lits et dont les 22 lits ont de l'oxygène. Donc ça aussi, je pense que c'est important aujourd'hui en termes de qualité de la prise en charge des malades Covid au niveau de la région. Même si on n'a pas de réanimateur, mais on a quand même aujourd'hui cette disponibilité de l'oxygène qui fait que beaucoup de cas, en tout cas sévères voire graves, sont gérés au niveau de Kolda et ne sont pas obligés d'être transférés ailleurs. Ça aussi, je pense que c'est des aspects extrêmement importants dans la qualité de la prise en charge. Et cette question de l'environnement, vous savez que c'est toujours le problème du site de l'hôpital, qui est un site qui est pratiquement une rizière, hein, ancienne rizière. Ce mur-là, vous avez vu combien de fois il a été refait et il est toujours tombé. Donc c'est un mur qui pose problème. Aujourd'hui, les autorités de l'hôpital ainsi que les autorités étatiques sont en train de voir quelle serait la solution idéale pour ce mur. Beaucoup de solutions sont en tout cas préconisées, mais c'est une question qui jusqu'à présent, en tout cas, est une question préoccupante. Et la présence des moutons parfois est un peu due au fait que de l'autre côté, il n'y a pas de clôture. C'est des animaux, vous savez chez nous, les animaux en saison sèche, les animaux divaguent. Et donc c'est un problème. Mais la direction de l'hôpital a pris à bras le corps ce problème pour y trouver des solutions. Et également, c'est des questions qui sont suivies aussi au niveau du conseil d'administration. Et des solutions, en tout cas, sont en cours. C'est des choses qui sont prises en compte. Mais c'est un problème que nous reconnaissons et qui est une difficulté pour laquelle il faudrait quand même trouver des solutions. Pour des questions de commodité, il est important quand même que le cadre soit en tout cas, même si beaucoup d'efforts ont été faits, qu'on améliore encore, qu'on continue à améliorer tous ces aspects-là. Et il y va quand même du confort de séjour des malades. C'est important. À Kolda, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2020, les cas de palu ont augmenté. Donc l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 1000 habitants, par rapport à 2019, ça a augmenté. Nous sommes passés donc de 146 pour 1000 à 189 pour 1000. Donc les cas de palu ont augmenté. Mais l'explication, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. Il y a aussi le dynamisme des activités communautaires. Donc il y a beaucoup plus de dépistage. L'autre explication aussi, c'est que l'année 2020 a été particulièrement pluvieuse. Tout ça, c'est des éléments. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de cas graves quand même diminue relativement. Ça veut dire que la référence précoce est vraiment mise en œuvre. C'est-à-dire qu'avec le travail du niveau communautaire, les cas de palu sont vus plus tôt. Et quand ils sont vus plus tôt, ils n'ont pas le temps de s'aggraver. Et les décès aussi diminuent. C'est-à-dire que la prise en charge aussi également est de qualité, c'est important. Mais il y a du travail à faire. Parce que le palu reste jusqu'à présent quand même l'une des premières causes de décès. Et également, c'est l'une des premières causes de consultation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des stratégies, des plans d'accélération sont mis en œuvre, mais également des stratégies pour aller vers la préélimination sont des stratégies, en tout cas, qui sont envisagées pour être beaucoup plus agressifs dans les interventions en termes de palu, parce que les choses, effectivement, régressent, mais cette régression semble plus ou moins timide. Il faut aller vers des stratégies beaucoup plus agressives, tout en également essayant d'augmenter, en tout cas, le rendement des stratégies à efficacité prouvée. Puisqu'on sait que l'utilisation pose problème pour des questions de croyances et autres.
Donc, et beaucoup d'autres stratégies, les consultations prénatales avec le traitement préventif intermittent des femmes enceintes, et toutes ces stratégies-là, donc, méritent d'être éprouvées davantage pour qu'elles atteignent l'optimum, en tout cas, des résultats escomptés à ce niveau. Donc, vous avez eu combien de cas de décès liés au palu? Le palu, à peu près, je pense que c'est 68 décès liés au palu. Donc, c'est une mortalité qui est en baisse. Il y a eu augmentation des cas, mais comme je vous l'ai dit, en termes de mortalité, les choses diminuent. Et comme on sait que la mortalité, c'est les cas graves, et les cas graves, en général, c'est les références tardives. C'est pourquoi aujourd'hui, on se félicite que le niveau communautaire est en train de plus en plus, en tout cas, de prendre une place importante. Parce que c'est eux qui permettent, c'est ce niveau-là qui permettra d'avoir cette référence précoce des cas.